Quelle est la solution ? Eh bien, c'est soit la guerre, soit, chacun chez soi, allez vivre l'islam dans vos pays musulmans, vivons en paix, chacun chez soi, c'est tout. Tu as une vision qui est, selon moi, qui est encore plus dure que tous les tyrans de l'époque. Julien Rochdy défend une identité française traditionnelle et il est considéré par beaucoup comme un penseur de l'extrême droite française. En face de lui, Karim, converti à la religion musulmane, défend une vision de la France multiculturelle. Quand on a des millions d'individus qui viennent de sphères civilisationnelles totalement différentes de celles qui les accueillent, on appelle ça une colonisation. On peut être citoyen et avoir une nationalité, mais garder son identité. Notre rôle au Crayon, c'est de vous présenter les idées telles qu'elles sont et de ne jamais travestir ce que peuvent penser nos invités. Je tiens donc à vous prévenir que certains propos dans cette émission peuvent heurter un public non averti. Bonne vidéo. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du Crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. Être français, ce n'est pas une couleur ni une religion. Faux. Vrai et faux. Être français, on ne sait plus ce que ça veut dire. Vrai. Vrai. La République suffit à créer une identité commune. Faux. Vrai. L'identité française repose d'abord sur l'héritage chrétien. Vrai. Faux. L'islam a trouvé sa place dans l'identité française. Faux. Faux. L'immigration est une richesse pour la France. Faux. Vrai. Le métissage, c'est l'avenir. Faux. Vrai. Toutes les cultures se valent. Faux. Vrai. Je suis féministe. Vrai. Vrai dans un sens. Les hommes ont besoin de repères. Vrai. Vrai. Les Français ont besoin de plus de spiritualité. Vrai. Vrai. La France est une civilisation en déclin. À nuancer. À nuancer, ça dépend ce qu'on entend par France. Mais la civilisation occidentale, européenne, oui, je pourrais même pas dire en déclin, mais en tout cas je dirais en danger. Les Français sont plus divisés que jamais. Vrai. Que jamais, je sais pas, parce que dans l'histoire de France, il y a eu beaucoup de grandes divisions entre Français, mais c'est vrai que les divisions sont très sévères aujourd'hui. Il est temps de réunir. Vrai. Faut toujours essayer de réunir. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? À la base, c'est un héritage ethnique. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un peuple qui était là, et ce peuple-là, il avait une ethnie, et ensuite, les descendants l'ont perpétré. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Parce que là, tout allait bien. Tout allait bien. Sauf que le problème, c'est que, à ma connaissance, je peux me tromper, je ne connais aucun immigré ou étranger qui va souhaiter appartenir ethniquement au peuple français. Ça n'existe pas, à part quelqu'un qui serait un complexé interne ou qui aurait une maladie psychologique. C'est ce qu'on appelle un assimilé, normalement. Même pas. Parce qu'un assimilé, il veut simplement être bien vu. Non, en c'est ce qu'on général. appelle un intégré, ça. Non, Il y a une distinction à avoir entre Oui, l'assimilé, entre l'intégré intégré. et le non intégré, Sauf que non assimilé. Là, je parle ethniquement. C'est-à-dire qu'en gros, jamais, je ne connais pas moi-même un assimilé, quelqu'un qui va se dire je suis français, blanc ou autre, alors qu'il n'a rien à voir avec ce peuple de base. Non, mais il y en a qui veulent Ça, se c'est fondre dans ce peuple ethnique. Donc ça, je suis d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle les assimilés. Et encore, il y a il y a plusieurs catégories. Après, il y a ce qu'on appelle, c'est là où il va y avoir, je pense, une divergence, c'est l'identité civique. Et là, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que, et même l'identité ethnique, il y a un problème qui se pose. Les Français qui sont naturalisés, autrement dit, excuse-moi, les immigrés qui sont naturalisés français, ils ont des descendants. Ces descendants-là, étant donné qu'il y en a un qui était français auparavant, est-ce que, selon toi, ils deviennent aussi français par ce biais-là ? Deuxièmement, l'identité civique. Est-ce que l'identité civique pose un vrai problème ? L'identité civique, c'est quoi ? C'est juste un contrat administratif ou un contrat social qui te permet d'avoir les droits fondamentaux de n'importe quel citoyen, et que ce soit la médecine, le travail ou autre. Et donc, toutes ces choses-là te permettent simplement de vivre en société. Donc, des immigrés qui viennent dans un pays et qui, ensuite, contractent cette nationalité si on leur octroie. Qu'est-ce qui pose problème à cela ? Dans l'Empire romain, qui est la base, pourquoi je reprends cet exemple-là ? C'est parce que c'est la base du Nouveau Testament, qui est la pierre fondamentale sur laquelle la France, depuis Clovis et, on va dire, les Francs, se sont bâtis. Le Nouveau Testament, ça foisonne d'exemples où la citoyenneté civile elle coopère avec la citoyenneté ethnique ou de naissance. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un problème. Tu as le fait qu'il y a des gens qui sont nés avec une citoyenneté, des gens qui viennent avec la citoyenneté héritée, mais les deux ne posent aucun problème. Les deux sont des citoyens français, comme auparavant des citoyens romains. Sinon, tu vas contre le Nouveau Testament. Je m'appelle Karim El Hanifi, je suis donc chercheur et spécialisé dans le domaine interreligieux, c'est-à-dire le monde des religions comparées. Aujourd'hui, je suis là pour défendre, on va dire, une identité française multiple et civique au-delà de l'ethnique. Tu parles de l'Empire romain. C'est vrai que l'Empire romain, devenant totalement multiethnique de fait par ses différentes
colonisation, Bien sûr. invasion du monde, a fini par donner la citoyenneté romaine à tout le monde. L'édit de Caracalla, c'est 212. Mais un peu comme la France alors dans ce cas-là. Mais alors, j'y viens. Parce qu'en fait, J'y viens. Je te laisse la parole, mais c'est juste pour te dire que c'est parce qu'on peut rebondir. Donc l'édit de Caracalla, c'est en 212 et donc ça a en gros donné la nationalité romaine à tout le monde. Mhm. Mais là, vu le passé colonial français, Mhm. est-ce que justement tu rentres pas dans le même problème, à savoir que On y vient. la citoyenneté, On y vient, justement, on y vient. elle vient par ce colonialisme. J'y venais. D'accord. D'abord, première chose, c'est que cet édit de Caracalla, cette citoyenneté romaine donnée à tous les Romains, a Ouais. participé de la décadence de l'Empire romain. Donc déjà, si tu essaies de me convaincre que c'est une bonne chose, tu pars très mal, parce que l'Empire romain est entré justement dans sa phase multiethnique à affiler la citoyenneté française, lapsus révélateur, cette citoyenneté romaine à tout le monde, et ensuite entré à partir de ce processus dans une décadence qui l'amènera à sa fin, tout simplement, et à son échec final. Bonjour, je m'appelle Julien Rochedy, je suis un ancien homme politique qui aujourd'hui écrit des livres et en édite. Je suis donc auteur d'un dernier livre qui s'appelle Qui sont les Blancs. Je suis ravi de débattre avec Karim aujourd'hui. Mais c'est pas la citoyenneté Empire romain sur lequel la chrétienté, naissance. parce que tu me parles de la chrétienté, Oui. si, on pourra en parler. La chrétienté Pas a fort. ensuite développé une nouvelle tradition, Oui. à savoir une tradition qui est devenue de plus en plus nationale, avec l'idée que la foi pouvait être universelle, devait être universelle, parce que la C'était vérité n'a pas de obligatoire. frontières, nous sommes Exactement. d'accord, mais que la citoyenneté, l'appartenance aux nations, ce qui est à César et non pas à Dieu, n'est-ce pas, Oui. eh bien, devait se vivre de façon séculière, de façon enracinée, de façon des communautés qui sont très identifiées, très situées géographiquement, historiquement, culturellement. La chrétienté européenne a ensuite fleuri sur cette idée. Et elle est sortie justement de cet empire babylonien romain pour entrer dans une nouvelle conception des choses avec l'Église, qui elle est universelle, qui appartient à tout le monde, et la tradition politique qui est particulière, spécifique et différenciée, au point même D'accord. que la grande tradition européenne, c'est celle du Saint-Empire romain germanique, dans lequel toutes les petites provinces, plein de petits royaumes fleurissaient et avaient le droit à leur indépendance politique, tout en appartenant bien sûr à la chrétienté, avec un grand C, c'est-à-dire D'accord. une tradition universelle. Donc déjà là-dessus, tu te trompes totalement et je viens de te le prouver. Deuxièmement, Jusqu'à ce que je réponde. maintenant tu me parles de la France, tu me dis, on devrait apparemment faire comme les Romains. Déjà, puisque je viens de te montrer que ça a participé plutôt de la décadence romaine, je vois pas pourquoi on devrait le faire. Maintenant, tu me dis qu'on a colonisé effectivement d'autres pays, etc. Mais je te rappelle aujourd'hui que on donne la citoyenneté à des gens que nous n'avons même pas colonisés dans notre histoire. Le problème est européen. Les Suédois ont colonisé personne. Ils sont obligés de donner la citoyenneté suédoise à des Pakistanais, à des Marocains, à des gens qui viennent de La mondialisation, d'horizons. c'est quelque chose de normal. Ben voilà, donc On est en on est plus 2025, dans l'Empire donc c'est romain logique. déjà. Là, on est dans Oui. une nouvelle sphère qui s'appelle la mondialisation. Et, Oui. et maintenant, donc, si on entre dans l'idée de la mondialisation, eh bien, je constate qu'effectivement, on a pu croire dans les années 90 à un monde sans frontières, colorblind. C'était l'ère, tu te rappelles, de Michael Jackson. C'était peut-être ton enfance aussi. C'était la mienne. Hein. C'est un morceau de- Les couleurs n'existent pas. Nous sommes tous les mêmes. Chantons la farandole et le monde sera uni. Nous sommes dans la fin de l'histoire, etc. Ok. Nous avons vécu cette utopie-là. Mhm. J'y ai cru quand j'étais gamin. Je constate qu'elle ne fonctionne pas. Que nous sommes entrés dans une ère qui s'appelle la démondialisation, dans laquelle les civilisations se reconcentrent sur elles-mêmes et dans laquelle, eh bien, on retrouve cette notion d'identité qui est, je le répète, indispensable à tout individu. Maintenant, Regarde, tu me dis qu'on j'aimerais est capable rebondir. de vivre les identités Oui. sur un même pays et avec une même citoyenneté. Oui. Ben, j'en reviens à ce que je te disais dès le début. Mhm. Quand tout marche, quand l'Empire romain fonctionne avec l'économie est florissante, Oui. pourquoi pas? Oui. Les individus entre eux peuvent avoir des liens fonctionnels, Mhm. c'est-à-dire que on peut appartenir à des cultures, des traditions, des religions différentes, mais Oui. parce que j'ai besoin de toi pour bosser et que tu as besoin de moi pour, je sais pas moi, payer mes taxes ou j'en sais rien, oui, on peut trouver un modus vivendi. Mais le problème, Oui. c'est que dès que les choses vont mal, Oui. on retrouve nos familles, on retrouve nos communautés, on retrouve nos identités, et c'est à ce moment-là que l'histoire s'aggrave. Or, je n'ai D'accord. pas envie de voir du sang dans les rues, et c'est déjà ce que je vois aujourd'hui, puisque, preuve en est, l'assimilation, Ok. l'intégration ne fonctionne pas. Je vois déjà des communautés qui se regardent en chien de faïence et qui s'opposent. Lui pense que la France doit être l'Empire romain et donc ne doit avoir qu'un rapport civique aux citoyens. Or, je pense que c'est ce qui a détruit l'Empire romain en partie, mais en grande partie, et que je n'ai pas envie que ça arrive à la France, justement. Et il y a déjà plusieurs problèmes qu'on va relever. Déjà, comme je t'ai dit, tu contredis frontalement le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'en gros, C'est à partir du moment où en fait tu as une base qui est établie par les premières générations chrétiennes. Ils ont vécu dans un modèle qui est similaire quasiment à ce que nous avons actuellement. À savoir que, sauf que c'est différent parce qu'à l'époque c'était dictatural. Sauf que maintenant, c'est exactement la même chose. À savoir que il y avait une citoyenneté dans un empire
et que cette citoyenneté, elle était partagée par plusieurs peuples, plusieurs ethnies, plusieurs religions. Paul était un juif, je te le rappelle, il était citoyen romain. C'est la même chose de nos jours qu'un... Oui, mais ce modèle n'a pas marché, Karim. Il n'a pas Pourquoi marché. veux-tu que C'est ça pas- continue? Et c'est- en mais plus, c'est- lorsque c'est les pas- chrétiens ont ensuite ce n'est pas- pris le pouvoir avec Constantin et Théodose, ils ont imposé la religion chrétienne à tous. Donc à la limite, même Oui, si j'allais dans mais ton ça, sens, je te dirais que tu Non. n'aurais rien à faire ici Mais en tant que musulman, non. tu aurais à te convertir dans la minute. Oui, Donc non, mais- en plus, je veux alors, dire, tu scies non. la branche sur laquelle tu es assis. Non, justement, c'est ça que tu comprends pas. Regarde, Si- les si tu grands parles de l'Empire les romain, grands tout va remplacements- contre toi. Regarde, les grands remplacements ont toujours existé. Je te donne un exemple. Si tu es catholique, Jésus est Dieu. Si tu es catholique, Jésus est Dieu. Bien Ton sûr. Dieu a fait le grand remplacement des païens qui étaient dans la Phénicie, donc autrement dit la terre de Canaan. Par qui? Par les Israélites. Il les a littéralement chassés, massacrés, et il a implanté à la place les Israélites. Ça, c'est ce qu'on appelle un véritable grand Oui, remplacement je te rappelle militaire. qu'il y a eu un massacre, donc je dois Oui. le valider. Non, Mais je dois le non, valider. non. J'ai pas Enfin, envie de le valider pour moi et mon après, peuple. Hein. Oui, Désolé. non, mais là, je te Si parle. tu me dis je qu'il y a te une parole de Dieu qui a dit que je te un parle- nouveau peuple de Non, Dieu devait je te- arriver en France non, et massacrer je- tous les Français, Je te parle pas de tu ça. me le montres parce que non, je te n'ai parle pas de vu ça. ce texte Je te de parle- Dieu. non, moi. je te parle des grands remplacements qui ont existé. Oui, Ensuite, mais il y a c'est eu souvent d'autres. basé sur des massacres, sur Ensuite- des exterminations, sur des Non, mais il y a d'autres. marginalisations, Non, sur non. ce genre de choses. Et je n'ai Mais pas envie que ça arrive à mon Regarde, peuple, oui, là, sur mon c'est- territoire. Oui, mais sauf que là, si Dieu l'a validé pour les uns, faut pas après le refuser quand ça nous arrive à nous. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais Tu vas non. le refuser de manière humaine. Mais non. Mais Ce qui est arrivé aux Cananéens, ça n'est pas ce qui doit arriver aux Français, enfin, non, ou aux Européens. non, je Où est-ce que tu vois ça, toi je ne te parle pas de ça. Je te dis juste qu'à travers l'histoire, il y a eu plusieurs grands remplacements, d'autres grands remplacements, mais qui sont différents. Il y a Là, c'est un beaucoup de guerres, remplacement effectivement, militaire. bien sûr. Il y en a eu d'autres. Il y a eu J'ai par pas envie exemple que ça m'arrive. lorsque les pagano-chrétiens ont commencé à remplacer les judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens n'existent quasiment plus de nos jours, ou même plus du tout. Pourquoi? Alors qu'à la base, c'était pourtant. Mais Karim, cet argument n'a pas de sens. Si. La mort est universelle. Non. J'imagine que t'as pas envie de mourir de tout à l'heure. Non, ou- je ou- ne- non, moi non Je plus. ne parle pas de ça. Je te parle que les grands Oui. remplacements sont normaux. De la même manière, l'Empire Le malheur romain, dans l'histoire est normal, mais on a le droit de se battre contre ce l'Em- malheur. Oui, tout à fait. L'Empire Ouais. romain, ensuite, lui-même, il s'est effondré. C'est pas par rapport à l'immigration. C'est juste qu'il y a eu tout un tas de facteurs qui ont amené à sa chute. Tu comprends? Dont l'immigration. Mais ça, c'est un facteur parmi les autres. Mais, important. les autres sont énormes. Et de nos jours, ce n'est pas la- L'immigration est un facteur très important. Et la preuve, c'est parce que cette migration, elle a juste profité d'un moment de grande faiblesse interne qui touchait l'empire d'Occident. Est-ce que tu peux, Karim, est-ce que tu Oui. peux me citer un pays dans le monde qui a pu bénéficier vraiment d'une situation dans laquelle l'ethnie majoritaire Oui. devenait minoritaire et bénéficiait d'une immigration totalement incontrôlée et folle? Non. Mes meilleurs amis, c'était des Africains, c'était des Arabes. J'étais invité à manger le couscous dans la petite cité de ma petite ville, etc. Vraiment. Même au niveau de mes habits, au niveau de ma langue, la littérature, au niveau de la gastronomie, je suis beaucoup plus vers ce qui est français. En Est-ce fait, que tu peux me citer un alors, pays dans le monde qui a tous bénéficié les pays- dans toute non, l'histoire? tous les Ça n'est pays. jamais arrivé. Oui, mais le problème, c'est que la On va me mondialisation. parler des États-Unis, mais Non. les États-Unis, c'est un cas très particulier, c'était des non, mais chrétiens. la blancs. mondialisation de nos jours veut cela. C'est-à-dire qu'en gros, on vit. Nous sommes d'accord. D'accord. Donc, il y a une migration qui est tout à fait normale. Elle est légitime. Elle est Les pays- compréhensible, disons. C'est ça. Toi-même, de ce que j'ai compris, tu as été en Corse pendant un certain temps. Donc, tu as migré de la France vers un autre pays. Et ce mais moi, pays-là, j'ai et pas- même ton j'ai- fils y est né, si j'ai bien Oui, mais compris. moi, j'ai pas voulu Oui, amener ma mais- culture à oui. des choses en Corse. Quoique c'était facile mais tu as le parce droit, qu'entre mais tu as le droit, entre mais tu as le droit de le l'amener. marron, la châtaigne et Non, le fromage de chèvre, Non, on tu était as très tout à proches. fait le droit, Julien, de la ramener. Tu peux ramener Non. tout. Tu peux ramener Non. ce que tu es. Je te Pourquoi garantis que t'effacer j'avais Pourquoi beaucoup faut être d'amis corses assimilé si j'avais voulu Oui, mais imposer pourquoi la assimiler Justement, culture française sur l'identité métropolitaine française. en Qu'est-ce Corse. qui fait l'identité française aujourd'hui, justement? L'identité française d'aujourd'hui, elle est plurielle. Elle est, comme je t'ai dit, elle est ethnique et elle est civique. Les gens qui font partie, qui se rattachent, on va dire, à l'Olivier, comme disait le Nouveau Testament, eh ben c'est simple. Ils sont là, ils sont citoyens français de la même manière, ils font exactement les mêmes choses que toi, ils bénéficient un même traitement. Pourquoi est-ce que tu viendrais t'opposer à cela? Très simple. Mais non, mais ceux qui s'opposent déjà à ceux qui s'opposent à d'autres, c'est pas nous. Les Français ont été extrêmement accueillants, ils ont été extrêmement généreux. Oui. Ils ont donné la nationalité française, en veux-tu, en voilà. Ils n'ont Ok. même pas cherché à imposer une culture. D'ailleurs, parce qu'on a abandonné l'assimilation à partir des années 80. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que dans bien des rues, dans bien des territoires, eh bien, Oui. c'est la culture des primo-arrivants, des derniers arrivants, on va dire, Oui. qui cherchent à s'imposer, qui cherchent à convertir des gens à l'islam, alors que l'islam n'a rien à voir avec Ok. la France, qui cherchent qui transforment, de fait d'ailleurs, même sans avoir la volonté nécessairement. Ok. À la limite, là, on peut s'entendre là-dessus. Ok. La masse fait que, eh bien, on s'assimile
à la masse, question, on s'assimile Julien, aux gens qui sont majoritaires dans les Une quartiers. question très simple. Et donc, on assiste à une défrancisation qui, moi, ne me plaît pas, parce que chez moi, c'est la France. Une question très simple. Lorsque Jésus il est arrivé, il a eu des disciples. Il a eu les apôtres, il a eu des disciples. Ils ont envoyé l'évangile, comme dit Paul dans le Nouveau Testament. J'y reviens toujours parce que c'est la base. Il a été entendu, donc de son temps, par quasiment le monde entier. C'est ce qu'il rapporte. Donc, prêcher la religion divine selon son paradigme est une chose tout à fait normale d'après le Nouveau Testament. C'est-à-dire que tu ne serais pas chrétien s'il n'avait pas fait cela. Donc, tu ne peux pas reprocher à des musulmans de faire la même chose dans un autre pays. Surtout si ce pays, maintenant, en gros, ils en font partie. Pour ceux qui sont la disputation religieuse ne me dérange pas. L'islam n'a jamais représenté aucune menace intellectuelle dans la disputation purement théologique depuis des millénaires. Moi, je peux dire que de nos jours, depuis 1300 ans. Je peux t'assurer que de nos jours, elle le peut. Aujourd'hui, oui, peut-être, parce que je ne rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, des gens finissent par se convertir à l'islam parce qu'ils sont portés par une gravité ethnique, parce qu'ils sont une gravitation ethnique, parce qu'ils sont dans des quartiers qui leur imposent de s'assimiler à la culture globale, à la culture majoritaire, qui est une Moi, par exemple, je me suis converti à l'islam. Toi, tu as choisi peut-être volontairement de te défranciser spirituellement dans ta foi, c'est ton problème. De la même manière que les gens du Nouveau Testament se sont déjudaïsés, ils sont devenus chrétiens. Dans l'histoire, c'est la même chose. Dans l'histoire, il y a eu des disputations religieuses entre musulmans et catholiques. Les catholiques n'ont jamais craint cela, vraiment. Et c'était même les chefs, les rois de la disputation intellectuelle, théologique, religieuse. Mais ça, c'est ce que tu penses. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une colonisation de peuplement. Et là, nous sommes sur un... Mais bien sûr que si. Quand on a des millions d'individus qui viennent de sphères civilisationnelles totalement différentes de celles qui les accueillent, on appelle ça une colonisation. C'est pas une colonisation violente, nécessairement, quoi qu'elle peut le devenir, mais en tout cas, c'est une colonisation démographique. Mais ça, c'est des millions de personnes mais c'est une migration normale. Comme il y avait au sein de l'Empire romain. Il y a rien. Oui, mais l'Empire romain, on est mort. Donc, ne me demande pas d'accepter que ça arrive à l'Europe. Il n'est pas mort à cause de ça. C'est à cause d'un déclin qui a multifactoriel qui a amené à cela. Comme par hasard, c'était parallèle à ce déclin. Non, c'est bizarre. Ça a pris de nombreux siècles. Comme par hasard, le fait que l'Empire romain soit devenu beaucoup plus oriental et changé au niveau de sa population, les études génétiques le montrent, notamment en Italie, dans la botte italienne, on voit une population qui est originellement européenne, qui devient syrienne, qui devient berbère un petit peu, qui change. C'est normal, c'est normal. Normaux, en fait. Et comme par hasard, la Rome devient extrêmement faible et disparaît. Mais c'est parce que c'est multifactoriel. Pour toi, il n'y a pas de rapport. Pour moi, il y en a. Non, il faut qu'on passe à la suite. Par rapport à la question de l'identité française, là, on a une grosse divergence avec Julien. Enfin, le droit du sol et le droit du sang coexistent en France, dans le sens qu'une personne qui est née de génération en génération, enfin, qui s'est transmise de génération en héritage, il a le droit du sang sans aucun problème. Mais une personne qui va naître ici de parents qui ont été naturalisés avant lui, il n'y a aucun problème à ce qu'il soit français. Donc, il aurait le droit du sol. Et c'est pour ça que je ramenais toujours Julien vers le livre du Nouveau Testament, puisque c'est exactement la base qu'il y a du livre qui a fait sa civilisation. Les gens du temps des Romains, ils avaient une nationalité par filiation, l'héritage ethnique, mais il y avait aussi tous ceux qui étaient rattachés à la citoyenneté romaine par acquisition. Et ça a été le cas de Paul. Donc, pour moi, la citoyenneté attribuée ne pose aucun problème. Par contre, il y a un point que j'aurais voulu souligner dans le débat. Très souvent, un peu partout, et même Julien, il pointe les immigrés comme posant un problème en France. Mais si on réfléchit un petit peu, ce ne sont pas les immigrés qui ont posé problème. Pourquoi ? Parce que les immigrés sont là depuis plusieurs générations, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les anciens n'ont jamais posé de problème. C'est un problème français, ce n'est plus un problème d'immigrés. Pourquoi ? Parce que ce sont les descendants d'immigrés naturalisés qui sont devenus français par le droit du sol, qui ensuite ont commencé une partie en tout cas, a commencé à virer depuis 40 ans. Et on a commencé à avoir des gros problèmes sociétals par rapport à eux, pas par rapport aux anciens et aux immigrés de base. Racontez une anecdote que vous avez vécue qui nourrit votre pensée d'aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans, j'ai décidé de devenir musulman. Et c'est ce qui façonne actuellement toute mon identité. C'est ce qui façonne ma réflexion, ma façon de penser. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un d'étrange à la citoyenneté française. Je partage d'ailleurs pas forcément grand-chose avec le côté oriental, si tu veux, de l'islam, puisqu'en fait, si tu viens chez moi, c'est tout à fait... c'est culturel du pays. Donc, même au niveau de mes habits, au niveau de ma langue, la littérature, au niveau de la gastronomie, je suis beaucoup plus vers ce qui est français que ce qui est des pays qui seraient musulmans. Donc, en gros, si tu veux, ça n'a rien changé en ma personnelle, si ce n'est juste l'envie d'adhérer à ce que je considère être
la voie qui mène à petit la chapeau, vérité. Ouais, ça c'est parce que voilà, j'aime bien, c'est une appartenance juste. Je vois que c'est musulman. Parce quand qu'en même, fait, c'est aussi pour le montrer, parce qu'en fait, sinon, ça me différencierait pas entre guillemets avec quelqu'un qui est dans donc la ce n'est rue. pas qu'une affaire privée, c'est bien ce que tu. Non, ça reste privé, sauf que c'est juste une petite décoration, mais qui n'a absolument aucune obligation en islam, comme ça que les gens le savent. C'est que moi j'ai vécu une enfance très multiculturelle. C'est-à-dire que mes meilleurs amis, c'était des Africains, c'était des Arabes. J'étais invité à manger le couscous dans la petite cité de ma petite ville, etc. Vraiment. Ouais. Et quand j'étais jeune, donc j'étais justement tout à fait ouvert aux cultures et j'avais un esprit universaliste. Je pensais comme ça. Je pensais que, voilà, je t'ai dit, j'étais un enfant des années 90. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est égaux. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les identités, c'est un truc dépassé, arriéré et on est censé être tous main dans la main. Et puis en fait, en traînant avec différentes justement communautés, on avait une petite bande, il y avait des Asiatiques, des Arabes, des Noirs, des Gitans. Je me suis rendu compte que chacun se renvoyait à son identité, de plus en plus. Et moi, j'étais le français dans la bande. J'étais le seul d'ailleurs. On m'appelait le français. J'avais le crâne rasé, j'avais une boucle d'oreille. Enfin bon, c'est cette époque. Et j'étais le français. Et pour le moindre truc, quand on était à la fête foraine, dès qu'il y avait un concours, quelque chose, allez, le français contre l'arabe, etc. Et eux étaient extrêmement communautaires, extrêmement tribaux, extrêmement racialistes même, à renvoyer toujours à leurs origines. Et moi, j'étais là, mais encore une fois, tout le monde il est beau, tout le monde il est égaux. Il n'y a plus de français, il n'y a plus rien. On est tous citoyens. Et je crois que c'est ça, peut-être, qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, à me dire, mais en fait, on sera toujours envoyé à nos origines, à notre identité. Et l'important, c'est que chacun en soit fier de son identité. Et que la différence des autres, c'est que j'étais chez moi. Et que j'ai envie que mon pays demeure ce qu'il fut. Voilà. Je suis chez moi aussi. Je vous arrête 2 secondes. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochains œil pour œil. Mais c'est vrai que je me sens chez moi aussi de la même manière. Sauf que voilà, c'est vrai que mon envie personnelle, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça depuis maintenant plus de 20 ans, je fais de la prédication, donc j'ai envie d'inviter les autres de la même manière que les apôtres de Jésus ou leurs disciples ont invité les gens de l'Empire romain à adhérer à leur foi. De la même manière, nous, on veut appeler les gens à l'islam, quelle que soit leur origine, puisqu'il n'y a pas de limite ni de barrière. Donc, de la même manière que d'ailleurs dans le christianisme primitif, à la base, il n'y avait pas de barrière. Mais tu sais, regarde, il y a un truc génial avec la mondialisation, oui. C'est que bon, toi, là, c'est une mondialisation religieuse. Français, mais en fait, je vais te dire un truc, c'est génial ce que tu veux faire. Oui. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'avec Internet, tu peux le faire de ton pays d'origine. Alors toi, c'est la France, mais les Arabes et les musulmans pourraient le faire du Maroc, de l'Algérie, l'Arabie Saoudite. C'est exactement ce que j'allais dire. Utiliser, retourner dans les pays musulmans et essayer de démontrer au jour le jour ils sont français. Et concrètement pourquoi l'islam c'est génial dans leur pays. Oui, mais ils sont français. Non, ils sont français administrativement. Oui, mais c'est la Constitution. Mais eux-mêmes se ressentent. Mais oui, mais je cite Hassan II. Les Marocains, parce qu'on ne voit pas les Marocains, eux, d'ailleurs, il suffit de les écouter, ils se ressentent bien davantage comme Marocains, Algériens ou que sais-je, plutôt que Français. Donc arrêtons avec ce mythe et cette chimère. Ces gens, ils ont le droit, ils se ressentent comme... Non, ils sont une identité propre et une citoyenneté, nationalité. La nationalité te donne des droits et une civilité. Et c'est ça que tu n'arrives pas à imprimer. Alors pourquoi moi j'ai le droit de devenir marocain, par exemple? Moi, en tant que chrétien blanc, je peux devenir marocain. Si tu es naturalisé marocain, tu seras civiquement marocain. Non, comme eux ne sont pas français. Parce que tu confonds l'ethnique et le civique. Oui, mais tous les pays du monde ont un rapport étroit entre l'ethnico-culturel. Non, pas du tout. Puisque nous sommes dans une... Mais ça rebat tout ce qu'on a dit. Non. La France s'est construite depuis la République sur l'idée que la nationalité est une notion civique parce qu'effectivement, elle pouvait se le permettre dans un état des choses où il n'y avait pas de différentes communautés ethnico-culturelles et religieuses. Or, aujourd'hui, elle doit remettre en question cet aspect-là parce que le monde a changé. Possède les deux. Elle garde toujours son ethnicité, à savoir que des Français qui auront des descendants seront toujours français. Faites vos prédications de pays musulmans. Montrez les rues, montrez comment ça se passe. Alors, toi, t'es co-légionnaire, à la limite, on t'accepte. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux t'inviter à l'islam. Si tu veux faire une discussion théologique, tu seras le bienvenu. Ah, mais j'adorerais. Avec toi, tu es français à la limite d'origine, donc à la limite, tu as le droit. Comme je connais des types un peu barrés qui se sont convertis au bouddhisme. Voilà, ils ont le droit. Ou au panthéisme, par exemple. Toi, t'es un Gaulois de souche, tu as le droit de te convertir à l'islam, mais essayer de nous convaincre. Tu convaincras pas grand monde. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est des gens qui viennent de pays étrangers et qui cherchent à nous convertir. Eux, ont qu'à le faire d'Internet s'ils sont pacifistes, sinon ça veut dire autre chose. Ils sont déjà là. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on verra Julien Rogier se convertir à l'islam un jour ou pas? C'est probable, ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Par exemple, Paul, qui était le plus grand ennemi. Je sais. C'était le plus grand ennemi des chrétiens. Il a eu le chemin de Damas. Et pourtant, il est devenu ça ne sera pas mon cas. J'adorerais avoir ce débat avec toi, mais j'ai étudié la question et encore une fois, je connais pas aussi bien l'islam que toi, évidemment. Mais je connais un peu, ça m'intéresse.
Et pour plein de raisons, il y a des choses qui feraient que je pourrais pas me convertir. C'est parce que je suis trop européen dans ma façon d'aborder la foi Je pense que et tu la pourrais quand religiosité. même être un bon musulman. Est-ce que tu penses pas qu'il pourrait y avoir un islam qui s'adapte, comme le catholicisme qu'on pratique aujourd'hui n'est pas le catholicisme qui existait à la naissance du Christ ou diffusé par ses apôtres? Est-ce que tu penses pas qu'il y a un islam qui peut exister d'une manière française, d'une manière culturelle française? Mais pour ça, il faudrait qu'il se transforme complètement. Je ne le crois pas parce que l'histoire m'indique le contraire. On en a parlé et Karim l'a admis d'ailleurs. Les musulmans qui vivent en Asie depuis des siècles et des siècles ont toujours des problèmes avec la Chine, par exemple. Il y a toujours une rivalité, des guerres, des problèmes communautaires très très forts qui existent entre la province du Xinjiang et les Chinois. En Sicile, pendant des siècles, il y a eu des musulmans, il y a eu toujours des problèmes avec les chrétiens. En fait, les musulmans ne se sont jamais intégrés pacifiquement à aucune société. Ça n'existe pas. Citez-moi une, vous n'en trouverez pas. Donc, on peut dire, peut-être que ça va arriver en France. Désolé de ne pas y croire. Voilà. On est une civilisation en déclin. Sujet possible, faut-il défendre une culture commune ou assumer le multiculturalisme? Quel avenir pour la France? Faut-il défendre une culture commune ou assumer le multiculturalisme? Le fait est que je ne connais aucune civilisation qui a pu perdurer, qui a pu être assez stable pour créer assez de prospérité, pour se développer dans l'histoire. Je ne connais aucune civilisation qui a été multiculturelle. Il y a des civilisations qui ont des bases culturelles assez solides pour éventuellement accepter en leur sein d'autres cultures minoritaires, mais jamais une civilisation n'a prospéré sur des bases multiculturelles, ça n'existe pas. Toute société multiculturelle est une société qui finit toujours par être une société multiconflictuelle. Et c'est normal parce que ce qui rapproche les hommes, c'est la culture, c'est l'appartenance à des valeurs communes, à des invariants relationnels, comme on dit en psychologie. L'espèce humaine, l'homme, étant une espèce sociale, donc une espèce tribale, il a besoin d'être attaché à un groupe, attaché à une tribu qui, encore une fois, a des valeurs communes, des croyances communes, des façons de s'habiller communes, des façons de parler communes, etc. Par conséquent, des sociétés multitribales, pour ne pas dire multiculturelles, sont vouées à l'échec parce que à la moindre crise économique, au moindre problème économique et social, les gens naturellement se rapprochent de leur communauté et commencent à s'opposer aux autres communautés. Ce n'est ni bien ni mal. Je ne dis pas que c'est génial. Moi, je suis pas identitaire parce que je trouve ça absolument génial. Je constate juste d'un point de vue historique que ça marche de cette façon. Or, rien indique aujourd'hui que la civilisation occidentale, l'économie mondiale va aller toujours en croissance et il sera toujours plus prospère, de sorte à ce que les individus puissent trouver des liens fonctionnels entre eux et avoir des liens simplement économiques. Je ne crois pas à cela. Donc, par conséquent, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour ma propre communauté culturelle, ethnoculturelle, parce que je sais que, encore une fois, si nous sommes sur un même territoire avec des communautés différentes, nous avons bien des chances un jour d'être opposés et d'être rivaux pour plein de raisons. Et parce que je suis un homme de paix, je n'ai pas envie que ça arrive. Donc, je crois que la meilleure des solutions, c'est que chaque communauté ethnoculturelle puisse avoir son pays, ses frontières et vivre chacun chez soi. C'était un échange courtois, sympathique. Karim est quelqu'un de sympathique. Mais après, la cordialité de ce débat, j'espère, n'a pas caché les problèmes de fond entre nous et entre ce qu'il essaye de mettre en avant et ce que j'essaie de mettre en avant, à savoir moi une identité charnelle, ce qui est la vraie identité des pays, et lui une identité civique qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te dérange dans le multiculturalisme dans sa base en tant que tel? C'est-à-dire des individus de différentes origines, de différentes ethnies, de différentes religions, qui sont réunis sur le même territoire et qui essayent d'avancer ensemble de la même manière, sauf que ce qui va les séparer, ce sont justement leurs origines ou autres, vers lesquelles on va les rappeler très souvent lorsqu'on est dans un camp ou dans un autre, parce que de toute façon, que ce soit le racisme, il est il est de tous les côtés, de toute façon. Ou alors... je suis heureux de l'entendre, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on nie. Ah non, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, en tant que blanc, je sais que du racisme anti-blanc, il y en a à foison. De la même manière qu'il existe du racisme anti-noir, anti-arabe, anti-asiate, de toutes parts, il peut y avoir du racisme. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est une chose qu'il faut, selon moi, absolument combattre. Pour quelle raison? C'est très simple. C'est que, en général, le racisme, les gens qui en tout cas sont racistes, mais qui en plus sont religieux, ont oublié une chose. C'est que le premier péché qui est rapporté dans les textes religieux, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est le péché du diable. Et son péché a justement été le racisme. Il se pensait supérieur à Adam dans son aspect créationnel et ne comprenait pas pourquoi Dieu privilégiait l'un par rapport à l'autre. Donc, une personne qui est raciste va forcément, sans même le savoir, rentrer dans le péché du diable. Et ça, c'est important de le souligner. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
au niveau religieux, c'est quelque chose de très grave. Donc c'est pour ça que l'identité raciale me pose un grand problème. C'est exactement le Julien que je connais à travers les réseaux ou à travers les ouvrages qu'il a écrits. Donc j'ai pas de surprise là-dedans. Après, c'est la première fois que moi je fais par contre du politique sociétal. Généralement, je fais de l'interreligieux ou du religieux. Et donc, ça m'intéresse grandement de continuer dans ce domaine un peu politique parce qu'en fait, vu que c'est entre guillemets, l'identitarisme de nos jours, c'est vraiment le sujet phare qu'il y a en France. Mais je comprends entièrement, mais si on va sur des bases religieuses, Oui. pourquoi pas rappeler l'épisode que l'on partage en tant que catholique et vous en tant que musulman, qui est l'épisode de l'Ancien Testament de la Tour de Babel. Oui. Dieu lui-même a voulu que les hommes se divisent en différentes nations, en différentes langues, en différents pays. Dieu l'a voulu. Les hommes à cette époque étaient tous unis à vouloir, dans une fierté complètement mal placée et une hybris, comme on dirait chez les Grecs, absolument folle, vouloir construire une tour qui irait jusqu'au ciel. Dieu lui-même a voulu que les hommes se divisent et soient divisés en nations. Donc le multiculturalisme est une façon finalement de reconstruire la tour de Babel, c'est-à-dire des sociétés babyloniennes dans lesquelles les communautés sont toutes plus ou moins mélangées, métisses et en réalité pas très longtemps, parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit au tout début, très vite opposés. Vraiment... Ça commence par du métissage et ça finit par la guerre. D'accord. Et Dieu lui-même, dans sa grande sagesse, si je vais sur votre terrain, a voulu que les hommes soient divisés en nations. Alors pourquoi aujourd'hui détruire ces nations par du multiculturalisme ? En fait, non. C'est-à-dire que oui, certes, il y a eu l'épisode de Babel, mais il ne faut pas oublier que dans le Coran, il est indiqué aussi que Dieu a créé les hommes en différentes tribus, en différents peuples, pour qu'ils s'entreconnaissent. Donc, c'est pas forcément pour s'entrechoquer ou autre, mais c'est pour s'entreconnaître. Et l'entreconnaissance aussi passe par justement les migrations qui existent et qui ont toujours existé. Et au sein d'un peuple ou d'un territoire, on peut avoir différentes religions, différents aspects culturels qui vont se rejoindre. Karim, je vois où tu veux en venir. Oui. Mais là, si tu veux, pour moi, tu tombes dans un piège. Parce que regarde, est-ce que tu penses vraiment, en toute sincérité, que les gens se connaissent mieux aujourd'hui, connaissent mieux les cultures de l'autre, à une époque où on est tous apparemment mélangés, mais en fait extrêmement divisés parce qu'on est en rivalité sur des espaces géographiques clos et qui ne sont pas faits pour être unis parce que, encore une fois, nous avons besoin d'être dans nos tribus ethnico-culturelles. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a aujourd'hui plus de connaissances interculturelles qu'il y en avait, par exemple, au 19e siècle entre les nations ? Il y avait beaucoup plus de chercheurs, beaucoup plus de savants, beaucoup plus d'aventuriers même qui allaient découvrir les cultures des autres plutôt qu'aujourd'hui où en fait on fait une espèce de micmac complètement dégueulasse d'une culture mondialisée dans lequel personne trouve sa voie et en plus on finit par s'opposer parce que forcément l'homme étant comme ça, ayant une nature tribale comme je le disais, si on met deux individus tribaux sur un même territoire, ils finissent par se battre. Le problème donc moi je suis tout à fait je finis juste là-dessus Karim et je te laisse parler. Moi je suis tout à fait ouvert au dialogue interreligieux. Je suis tout à fait ouvert au dialogue interculturel. Je suis quelqu'un qui, par nature, est très curieux, vraiment curieux des cultures. J'adore voyager, j'adore découvrir. Si vraiment j'allais vivre en Afrique, dans les pays arabes, je serais le premier à m'intéresser à la culture d'origine. Je te jure, ça vraiment. Et d'ailleurs, je le fais. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'islam et tout. C'est des sujets qui me passionnent. Moi, je ne suis pas islamophobe, je suis islamo-différent. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment différent de l'Europe et du christianisme. Mais je suis pas du tout islamophobe, pas du tout, vraiment. Il y en a dans mon camp qui sont islamophobes, c'est pas mon cas. Mais justement, je trouve que l'on perd cette capacité à s'ouvrir à l'autre quand tout de même on disparaît. Si la culture européenne, la civilisation française disparaissent, il ne peut plus y avoir de dialogue. Mais pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on soit différent. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va disparaître. C'est ça le souci. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est assez fantasmé. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'il y a une forme de grand remplacement. En tant que tel, il n'y a pas de grand remplacement ethnique pour l'instant. C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde le nombre d'étrangers ou d'immigrés, parce que les deux catégories sont complètement différentes sur le sol européen, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est à peu près une moyenne. Il y en a beaucoup. Mais il n'y en a pas tant que ça. Si, bien sûr. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, ces chiffres sont biaisés parce que il y a des comment dire ils rendent citoyens français, ils naturalisent des gens en veux-tu en voilà. Donc en fait ils sortent des étrangers, mais en réalité les étrangers, les personnes d'origine étrangère sont toujours plus nombreuses en France. Regarde, le problème, Julien, c'est que tu as une vision qui est, selon moi, qui est encore plus dure que tous les tyrans de l'époque. Est-ce que tu penses que le discours de Julien est raciste ? Le discours de Julien est raciste. Oui, c'est une identité racialisée. Et comme j'ai dit, pour lui, un Camerounais chrétien qui viendrait sur le sol français et qui naîtrait sur le sol français ne pourrait jamais être un citoyen français. C'est-à-dire que même avec ses frères coreligionnaires, il les renverrait dans leur pays. C'est une remigration immédiate. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est en contradiction totale avec le livre, encore une fois, qui a fait sa civilisation. Parce qu'on regarde l'Empire romain, par exemple. L'Empire romain n'était pas très touché par le racisme. L'Empire romain,
si tu reprends même la question du Nouveau Testament, donc je sais pas d'ailleurs, au passage, je ne sais pas, faudra que tu donnes un statut par rapport à ton propre cas. Est-ce que tu es catholique ou est-ce que tu as quitté le catholicisme pour le panthéisme, comme tu l'as dit en 2024 ? Non, j'ai pas du tout dit ça en 2024. J'ai dit que ma philosophie tirait notamment dans ma jeunesse. Tu avais dit que ce que j'ai vu, c'est que tu avais une vidéo de toi sur Facebook qui dit que tu doutais de l'existence divine et que tu te branches, tu es plus maintenant vers le panthéisme qu'autre chose. Bon, c'est un sujet adjacent, on va dire parallèle. Mais en fait, je peux te répondre. Moi, je suis catholique de culture, de tradition. Je vais le plus souvent possible à la messe. D'accord. Mais après, dans ma foi intérieure, c'est là l'avantage en fait du catholicisme sur l'islam, c'est que vous êtes plutôt une religion. Je vais pas ouvrir le sujet, mais plutôt une religion de traditionnellement, historiquement en tout cas, de la soumission à des lois, à des codes, à des rites, alors que nous sommes une religion du doute, du cœur, de la foi, de l'adhésion à une foi. Et donc, par conséquent, on peut douter tout en restant catholique. Il m'arrive dans ma vie de douter. Il m'arrive effectivement d'adhérer plutôt parfois à une philosophie plus panthéiste parce que je suis spinoziste depuis mon adolescence. Okay. Mais je suis catholique. Voilà. D'accord. Mais tu es catholique parce que tu penses être catholique. Sauf que le problème, que je suis culturellement catholique. Je vais juste terminer là-dessus. C'est que à partir du moment où toi, tu te définis comme catholique, c'est une chose. Il y a des gens qui se définissent musulmans. Or qu'ils ont quitté l'islam même sans le savoir. Parce qu'ils sont rentrés dans ce qu'on appelle un annulatif de l'islam. Toi, de la même manière, tu es rentré dans un annulatif du catholicisme. C'est-à-dire que tu auras beau t'identifier au catholicisme, tu n'en fais plus partie à partir du moment où tu doutes de l'existence divine et où tu te définis comme panthéiste. C'est pas ce que me dit mon père qui me bénit tous les dimanches. C'est vrai. Mais c'est pas. C'est vrai. Non. Là, tu trahis ta croyance en l'islam et tu ne connais pas assez le catholicisme. J'ai le droit de douter. J'ai le droit de douter tout en. Ça n'existe pas. Bien sûr que si. Après, comme je t'ai dit, moi, c'est mon domaine. Ça veut dire qu'en gros. Oui, mais c'est mon. Tu sais, j'ai écrit un livre dans lequel je parle beaucoup de religion. Je t'invite d'ailleurs à le lire, tu verras les différences entre l'islam et la religion des Européens d'un point de vue de la foi, d'un point de vue de la spiritualité. Il y a une vraie continuité d'ailleurs qui est assez étonnante dans toute la trame européenne. Et ce que je veux dire, c'est que non, là tu m'interroges sur ma foi. Moi, je te réponds sur ta religion. Moi, il peut m'arriver de douter, mais je suis profondément catholique, j'ai été élevé chez les bonnes sœurs, je vais à la messe le plus souvent possible, mais je suis jamais un aussi bon catholique. Pour mon père, je suis pas un bon catholique, évidemment. En fait, c'est pas contre toi, ou c'est juste pour savoir à qui je m'adresse dans mes réponses, en fait. Donc si tu te définis catholique, le problème, c'est que tu peux être catholique par tradition, comme tu le dis, mais le problème, c'est que tu n'es plus catholique dans les fondements. C'est-à-dire, dans la dogmatique, tu ne l'es plus. Et je peux t'assurer que n'importe quel concile t'aurait déclaré hérétique et tu aurais fini au bûcher dans la France fantasmée que tu aimes. Pas du tout. À savoir, l'époque moyenâgeuse et chevaleresque. Il y a eu extrêmement peu de bûchers déjà en Europe. Extrêmement peu sur la longue histoire. Non, c'est faux. Karim, peut-être expliquer où tu veux en venir, parce que sur le débat de qui est de quelle religion, peut-être sur la question que tu voulais poser, où tu voulais en venir par rapport à Julien Rogier, par rapport à ça. En fait, c'était pas par rapport à Julien, c'était juste savoir en gros où est-ce qu'il se définissait. Et d'ailleurs, je sais même plus, j'ai perdu le fil par rapport à ça. Où est-ce que je suis un Français d'origine européenne, de tradition catholique. Je suis tel que le général de Gaulle définissait la France, c'est-à-dire un Français de race blanche, de culture helléno-chrétienne. D'accord. Mais par contre, tu es d'accord aussi que le général de Gaulle a fait en sorte que la 5e Constitution, donc la 5e République, soit une Constitution, et que dans cette Constitution, l'article numéro 1 dénonce texto ce qu'est être un Français. Donc, si tu me parles du général de Gaulle, tu ne peux pas le citer quand, entre guillemets, tu veux l'allier à toi et aller contre lui, mais constitutionnellement, de manière frontale, lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est être un Français. Donc, quand on reprend l'identité française de base qui est indiquée, c'est très simple. On l'est soit par la filiation, soit par l'acquisition. Donc l'acquisition, c'est très simple, ça peut être par la naturalisation, ça peut être par tout un autre plein de biais possibles. Mais dans ces définitions que le général de Gaulle, donc entre guillemets, a validées, je suis désolé, tu n'as rien à voir avec lui. Donc en fait, la France que tu vas défendre maintenant... une définition du français, pas encore. Oui, mais tu me parles d'une institution. Oui. Une institution... les institutions chez les Européens, chez les Occidentaux, ont dépassé le cadre tribal depuis très longtemps. C'est pour ça qu'en Europe, nous ne définissons pas une citoyenneté sur un cadre purement filial, généalogique, racial même, effectivement. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'on s'est permis de faire ça ? Pourquoi est-ce que l'Europe est entrée au XVIIIe siècle dans un cosmopolitisme d'esprit ? Parce que précisément, il y avait une homogénéité qui était établie. Donc on n'avait plus besoin de se définir en termes tribaux parce que nous étions universaliste de fait dans notre pratique de la politique en Europe. Maintenant, la situation a totalement changé. Le problème, c'est que cette vision neutre du point de vue de la race, de la tribu, de la tradition familiale,
se heurte aux sociétés multiculturelles, dont nous sommes en train de parler, donc multiraciales, multiethniques, multireligieuses. Et par conséquent, cette définition institutionnelle de l'identité, de la citoyenneté, n'est plus valable. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne. Tu peux établir une 5e République quand tous les Français sont français depuis plusieurs siècles et qu'effectivement, il n'y a plus véritablement de questions entre un Occitan, un Breton. D'ailleurs, il y en a toujours, hein, mais elles sont moins vivaces. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouvelles communautés qui viennent d'arriver, qui persistent dans leur être, qui persistent dans leur identité. Et par conséquent, cette définition de la citoyenneté est caduque, ne peut plus fonctionner. Donc en fait, si tu remets les choses dans leur contexte, ce qui compte dans la pensée du général de Gaulle, c'est bien ce qu'il a dit quand il a parlé de la définition identitaire du français, parce que le problème institutionnel ne se posait pas à l'époque, il se pose aujourd'hui. D'accord. Mais quand il a écrit cette constitution, on est d'accord qu'il y avait ce qu'on appelle l'Algérie française. Donc ça veut dire quand ils ont rédigé en 1958 cette constitution, l'Algérie était encore française. Comment mais je te rappelle que le général de Gaulle ne croyait pas du tout à l'assimilation des Algériens, au point même qu'il a poussé dès le début à la fin de l'Algérie française. Il n'y croyait pas. Oui. Plein de phrases de lui qui rappellent Colombe de Mosquée, mélanger des Arabes et des Français, c'est dans un verre d'eau, c'est l'huile et l'eau, ils finiront toujours par se séparer. On se rappelle de plein de propos comme ça de grands dirigeants. Je repensais à ce que disait Hassan II, le roi du Maroc. Les Marocains ne seront jamais des vrais Français. Ça ne sert à rien que vous essayiez de les intégrer, ils seront toujours Marocains. Plein de grands dirigeants ont dit ça. Et le général de Gaulle avait une définition identitaire de la citoyenneté. Je termine juste là-dessus. C'est pour ça qu'il ne croyait pas que les Arabes puissent devenir des Français. Mais c'est tout à fait normal de garder son identité. En fait, on peut être citoyen et avoir une nationalité, mais garder son identité. Je te donne un exemple. Ta base, puisque tu dis que les catholiques, c'est le Nouveau Testament. Les Romains, Paul de Tarse, il était quoi ? Il était citoyen romain. Prends Actes des Apôtres, chapitre 22 et 16. À partir du moment où il te définit « je suis citoyen romain », et c'est d'ailleurs par ce biais-là qu'il va pouvoir même se défendre au niveau de la justice, quand il subissait des choses qui étaient contre lui, ou des injustices. Donc, regarde bien le problème dans lequel tu rentres. On a tout ton Nouveau Testament qui parle de ce constat-là. Tu peux finir juste ta phrase. Qui parle d'un constat très simple. Un empire romain, une citoyenneté, et la citoyenneté n'enlève pas ou n'entache pas l'identité des personnes. Tu as Paul de Tarse était juif. Nous sommes l'empire romain. Nous sommes l'empire romain. Je termine. Il était juif. Ensuite, il est devenu judéo-chrétien, donc un juif devenu chrétien. Il était de Tarse, d'accord ? Et c'est un citoyen romain. Il connaît le grec et il connaît l'hébreu. Donc de la même manière qu'un citoyen de nos jours qui lirait l'arabe et qui lirait le français, de la même manière qu'il aurait sa religion musulmane et il serait toujours citoyen français, de la même manière qu'il serait toujours... On va passer à l'affirmation suivante. Mais pas terminer cette phrase. Non, mais c'est juste en gros pour expliquer que... Pour ouvrir le débat sur la question romaine, tu liras mon livre, tu verras que justement, l'ouverture de Rome aux Orientaux a détruit Rome, et heureusement que les Germains ont mis fin à cette histoire, parce que Rome était en train de passer du côté de l'Orient. Est-ce que tu penses que tu peux toujours être ami avec Karim ? Bah oui, bien sûr. Je peux être ami avec presque n'importe qui, j'allais dire, à condition qu'il me respecte, qu'il respecte ma culture, mon pays, qui je suis, ma famille, etc. Est-ce que tu penses que tu peux toujours être ami avec Julien ? Alors, il y a l'amicalité dans le sens de le respect de l'humain. C'est-à-dire que même la sourate 60 dans le Coran ne nous empêche pas d'être, c'est ce qu'elle dit, ne nous empêche pas d'être, en gros, cordial, respectueux avec les gens qui ne sont pas en état d'agression, donc vraiment l'hostilité physique, avec nous. Maintenant, discuter avec Julien, partager des choses, même dans l'adversité, il n'y a aucun problème. Maintenant, d'amicalité, ça va être compliqué, parce qu'en fait, un ami, généralement, on doit être soudés, main dans la main, s'entraider, etc. On pourrait le faire à des fins humaines. Mais par contre, au-delà, ce serait compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on ne partage vraiment pas les mêmes valeurs, ni la même vision sur tout un tas de points qui fait que, déjà, comme j'ai dit, être ami avec, pour moi, quelqu'un qui fait dans le racial, c'est être ami avec le diable. Dans quel sens ? Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le premier péché dans son propre livre qui est ramené. Dans le livre du Siracide, encore une fois, au chapitre 2 et au verset 24. C'est comme ça que le diable est tombé et a fait tomber l'être humain. Donc, si je rentre dans l'amicalité avec le diable, qu'est-ce qui va rester de moi au final ? Je ne te qualifie pas de diable, mais il a un attribut diabolique, entre guillemets, religieusement parlant, qui est très gros, puisque c'est le péché qui a fait tomber le diable. C'est quand même très très grave. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous on revient dès jeudi prochain avec un nouvel œil pour œil et dès ce lundi avec le format de débat seul contre tous. Et si vous êtes trop impatient, vous pouvez d'ores et déjà regarder nos autres émissions qu'on a déjà publiées sur la chaîne. On vous met des suggestions à l'écran qui peuvent vous intéresser. Pensez bien à liker la vidéo avant de partir. Salut.